Merci beaucoup en tout cas à toi d'être venu ce soir, ça me fait super plaisir de te recevoir comme je le disais à l'instant. J'aime bien pouvoir discuter de plein de sujets différents et puis avoir des personnes avec un petit peu des parcours différents et t'as un parcours... Ah toi aussi tu as le malus chat ce soir. Dès que je suis en live, il faut qu'il soit là, voilà, il se dit il faut que je sois dans l'image, mais il va se coucher sur mon bras normalement à un moment et on va être tranquille. C'est lui qui était dans tes vidéos alors? Il était dans le Golden Show, dans le Golden Show, voilà. Il a joué dans le sketch des chats et on avait acheté des mini menottes, c'était des menottes de doigts pour pouvoir lui menotter les pattes parce qu'il avait fait un délit de chat et il fallait qu'on l'enferme, qu'on le mette en prison de chat, bien entendu. Mais j'ai vu ça, ça m'a beaucoup fait rire parce que du coup il y avait certains épisodes que j'avais pas vus et que j'ai rattrapé entre temps. Et il y en a un qui m'avait particulièrement marqué, c'est un épisode justement où, je sais pas comment t'as eu l'idée, j'ai trouvé ça brillant, en fait tu as inversé les rôles, donc un fan qui vient voir finalement quelqu'un. C'est Flaubert qui jouait le rôle du fan, voilà. Qui était notre stagiaire à l'époque. Alors en fait l'idée c'est un sketch qu'on a écrit avec François Descraques et tous les deux on avait vécu des expériences un petit peu cheloues avec des fans. Moi il y a un mec qui avait trouvé mon adresse et qui était venu sonner chez moi et j'étais pas chez moi et c'était un pote qui était chez moi qui était en train de faire du montage sur mon ordinateur et le gars s'est trouvé très pressant, il voulait à tout prix m'offrir des Legos. C'est terrible parce que c'est extrêmement gentil, c'est quelqu'un qui cherche ton adresse, qui la trouve via Google Maps parce qu'il regardait la série Nerds, donc il arrive à découvrir où j'habite, il trouve ton appartement, il sonne pour t'offrir des Legos. Je veux dire, il y a pire, mais vu que le mec avait pris une journée de RTT pour pouvoir fouiller tous les appartements de Paris pour trouver mon nom sur une boîte aux lettres, je lui ai demandé de garder ses Legos et de plus me contacter. Voilà. Oh mon Dieu, c'est toujours les petits plaisirs inattendus, on va dire. Tu vois, moi je fais de la photo et j'ai déjà des gens qui m'ont fait la remarque en me disant oui, mais il y a des trucs, on voit ton nom et tout. Et moi, ça fait des années que je fais de la photo, j'ai fait des articles, enfin j'ai plein d'articles dans des journaux et tout ça. Donc mon vrai nom, il est dehors, tu vois. Et quand tu travailles avec ton vrai nom et pas sous pseudonyme, les gens peuvent se trouver relativement facilement. J'avais trouvé ça vraiment très fun en fait, le sketch où effectivement t'as quelqu'un qui vient voir finalement un artiste qu'il aime et finalement c'est l'artiste qui dit j'ai adoré tes commentaires, c'est génial, et qui commence à stalker son fan et le gars qui sait plus où se mettre et qui est ultra gêné et ça m'a vraiment fait beaucoup rire. Ce qui est drôle, c'est qu'on a tourné ce sketch pendant une de mes vraies dédicaces. Je venais de sortir une BD et on a profité, on a demandé aux gens et donc les gens qui faisaient la queue ont tourné dans le sketch et ce qui gêne le fan c'est que je le fais passer devant tout le monde en lui disant que les autres c'est des cons et que finalement j'arrête la dédicace et que je pars avec lui, on va aller boire un verre tous les deux et je me barre devant les gens avec les gens qui font oh voilà et c'est très drôle de le tourner avec des vrais gens quoi. C'était très très drôle. Au niveau maintenant de ton travail, donc il y a toute la partie audiovisuelle, il y a la partie bande dessinée. T'as commencé par quoi? Tu t'es dirigé dans quoi au niveau des études? Est-ce que c'est quelque chose que tu savais dès l'enfance où tu t'es dit c'est quelque chose que j'ai envie de faire plus tard ou est-ce que c'est venu un petit peu au fur et à mesure Quand tu m'as demandé le titre du live de ce soir, j'étais entre le mot acharnement et obstination et je me suis dit qu'acharnement ça fait un peu mec taré. Je me suis dit obstiné ça fait plus joli. Donc du coup en fait j'ai commencé à lire avec des bandes dessinées. Mon père me lisait des bandes dessinées tous les jours avant que je retourne à l'école. J'étais en école primaire voire même maternelle et donc du coup entre 13h et 13h30 vu que l'école était pas loin, il me lisait des planches de Astérix, de Tintin, des Schtroumpfs, enfin des BD de l'époque des années 80 parce que je suis quand même né dans les années 70 et du coup j'ai commencé à adorer la bande dessinée et je voulais savoir lire et j'ai appris à lire très rapidement pour pouvoir lire des bandes dessinées. Et donc dès le CP, forcément, quand on me disait qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, je disais auteur de bande dessinée. C'était clair dans ma tête. Il n'y avait que ça, je ne pouvais faire que ça. Et je comprenais pas pourquoi, par contre, les gens riaient quand le maître d'école avait demandé qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand. Ouais. Tous les autres avaient répondu, les garçons ont répondu pompier ou policier. Et moi j'ai dit auteur de bande dessinée. Et tous ils ont éclaté de rire. Alors là, heureusement, le maître il a dit oui, écoute, on achètera tes bandes dessinées plus tard. Alors ça fait plaisir et tout ça. Mais je me suis dit pourquoi les gens se sont moqués de moi. En fait, pour eux, c'est plus facile d'être pompier ou flic qu'auteur de BD, mais je suis peut-être oui, je sais pas. Et en tout cas, ce qui est drôle, c'est que je suis retourné en Ardèche des années plus tard. Mes bandes dessinées étaient sorties et j'étais invité dans le collège
dans lequel j'étais enfant. Et je parlais à des 6e de mes bandes dessinées. Et dès le début, j'ai dit, j'étais dans ce collège. Et ils ne me croyaient pas. Ils ne me croyaient pas parce qu'un auteur de bande dessinée ne pouvait pas venir de leur collège, en Ardèche, là-bas. Alors que les enfants, quand même, quand on est enfant, on rêve. C'est là où tout commence. Et même, j'ai envie de dire, là où tout s'arrête, finalement, quand on commence à devenir ado adulte. Et là, je me suis dit, merde, même eux, si eux, ils rêvent pas d'être auteurs de bande dessinée, si eux, ils arrivent pas à avoir dans leur cerveau, dans leur sang, l'envie d'être auteur de bande dessinée, forcément, ils y arriveront pas. Parce que moi, j'ai voulu être auteur de bande dessinée au CP, donc j'avais 6 ans. Ma première bande dessinée est sortie, j'avais 32-33 ans, et j'ai commencé à aller au festival d'Angoulême pour vendre mes planches, pour voir les gens. J'avais 18 ans. Donc, 14 ans pour qu'un éditeur dise « Ah oui ». Donc, si t'es pas obstiné, et si dès le CP tu te dis « Ah c'est un rêve pour les autres », tu deviens pas auteur de bande dessinée. Toutes ces carrières artistiques sont encore... elles sont très dures et peut-être pas considérées comme viables, et donc c'est pas des choses forcément dans lesquelles on nous pousse et dans lesquelles on nous encourage à aller. Mais quand tu sens que c'est ta vocation et que t'as vraiment envie de faire ça, je trouve toujours que c'est dommage de t'enfermer dans quelque chose de plus traditionnel parce que c'est ce que tes parents attendent. Moi j'étais dans une école d'art et c'est vrai que j'étais dans une section art dans une école classique, et donc on était vus, tu sais, comme les paumés, les nuls, ceux qui vont là parce qu'ils sont pas capables de faire des maths correctement, alors que pas du tout. C'était juste un choix, et c'est vrai que y en avait beaucoup dont les parents les poussaient dans les sections scientifiques, latines, machin, etc. parce que avec un espoir de réussite et de réussite sociale, peut-être plus pour eux que pour les enfants finalement. Je trouve ça vraiment beau que... Et ton père, du coup, t'a encouragé, enfin tes parents t'ont encouragé dans cette voie? Ça ouais, c'est ce que je voulais te dire. C'était pour le coup, ils étaient à fond. Quand j'ai dit que je voulais faire de la bande dessinée, ils m'ont dit ok. Après j'avais des notes dégueulasses parce que effectivement j'étais nul en maths et en langue et en orthographe, enfin tout ce qui touchait pas au dessin et à l'écriture de scénario. Du coup mes parents m'ont poussé, et quand j'ai voulu faire une école de dessin, j'avais pas d'assez bonnes notes en maths, ce qui est complètement absurde, mais en France c'est comme ça dans les écoles publiques. Et donc mes parents mon père était fonctionnaire de mairie et ma mère au début travaillait pas, et elle s'est mise à travailler pour pouvoir payer l'école, et ils m'ont payé une école privée à Lyon de dessin. J'ai raté le diplôme d'ailleurs je n'ai aucun diplôme à part le brevet des collèges, mais j'ai pas de diplôme, mais j'ai envie. Voilà. J'ai envie de faire des trucs. Donc non, mes parents ils m'ont motivé. Le seul problème de mon père, c'est que mon père il est plus vieux que ma mère, de 10 ans, et lui il vient d'une époque où Seconde Guerre, où on a besoin d'un CDI dans la vie. Ah oui. Et si t'as pas de CDI, t'es triste. Voilà. Du coup, il m'a fait rentrer à la mairie, forcément, et j'ai été pistonné, donc j'étais dans la même mairie que lui. C'était un emploi jeune à l'époque, donc au bout de 5 ans, il fallait que je parte. Et de toute façon, je voulais partir parce que j'étais en dépression, parce que la fonction publique, ça me rendait malheureux, parce que des fois, je faisais rien, et les gens, ils étaient contents de rien faire, et moi, ça me rendait fou. Je supporte pas ça. Vraiment, les boulots où tu fais rien et t'attends que tes journées passent et t'es juste content d'avoir ton salaire. Je pense que ça te tue l'âme. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme une flamme qui s'éteint. Parce que t'as aucune satisfaction de rien. Tu sers à rien. Littéralement, exactement. Tu sers à rien, et ça, c'est ultra dur. Et surtout que la dernière année, j'ai été donc pris dans une mairie de gauche à la base qui voulait à tout prix mettre l'accent sur la communication. Donc j'étais graphiste. Et je faisais les affiches pour la culture, etc. Sauf que quand la mairie de gauche est partie, la mairie de droite est arrivée, et vu qu'une mairie, quand on change, ils veulent tout changer à l'intérieur, et eux, la culture, c'était pas leur affaire, ils mettaient l'argent ailleurs, et ils ont pas compris le service communication, ils ont viré tous mes collègues, et j'étais le seul qui restait. Et j'avais plus de travail. Et je me rappelle avoir fait 1 an sans faire d'affiche ni rien. Je me rappelle jouer à Zelda Wind Waker sur la GameCube à mon bureau avec un écran sur la GameCube avec la manette cachée dans le tiroir, et avoir fait tout Wind Waker comme ça à la mairie. Là, je me suis dit, à un moment, il faut partir. Et quand j'ai dit à mon père que je voulais partir, mon père il m'a dit, mais t'es fou, t'as des RTT. Et je lui dis, mais je veux, si j'arrive à faire le métier que je rêve de faire, je veux jamais de RTT. Et en vrai, c'est un peu le cas aujourd'hui. Je ne sais pas quand je travaille, à part quand je parle avec des gens relous. Et ça, j'aime pas. Et c'est pour ça que plus les années sont passées, plus je me suis
internalisé, j'ai envie de dire. Plus j'ai créé mon cocon, là on est chez moi, j'ai mon bureau, j'ai mon studio, j'ai tout fabriqué chez moi et maintenant j'ai plus de chef, je suis mon propre chef. Je suis un peu autiste aussi et du coup j'ai l'impression d'être un enfant qu'on paye pour dire des bêtises, quoi. Et c'était le but, la liberté. La liberté, même si la liberté de ton aujourd'hui est un peu plus dure à garder, surtout sur YouTube. Oui. Je sais plus où j'allais, j'ai dit beaucoup de choses, mais oui, à la base, mes parents m'ont beaucoup soutenu. Mais mon père, oui c'est ça, mon père, quand je suis parti de la mairie, il a fait la gueule. Après, j'ai été embauché à Paris dans une boîte qui faisait du dessin animé japonais, donc Kazé. J'étais graphiste. Je faisais des interfaces DVD sur des trucs comme Bleach ou comme Monster, pour que ça parle aux fans de Japanime. J'ai même fait les coffrets DVD de Dragon Ball, les méga collectors vers la fin, et des Chevaliers Zodiac. Ah oui. Et je suis devenu directeur artistique de cette boîte au bout de 4 ans. Et là, No Life s'est lancé, la chaîne No Life s'est lancée. Et j'ai dit à mon père, je vais partir, je vais aller bosser pour No Life. Et en plus, No Life me payait moitié moins que le salaire que je gagnais dans l'autre société. Et mon père m'a dit, mais t'es pas fou. Et je suis parti. Et puis, peu à peu, No Life, ça a marché. Je me suis fait repérer par Ankama, avec Monsieur Poulpe et Didier Richard, on avait fait Nerds. Nerds, ça nous a amené au Golden Show. Le Golden Show, on a rencontré François Descraques. Et là, j'arrête No Life et je me lance dans une autre aventure. Et là, mon père, il fait, mais t'es pas fou. Et maintenant il arrête. Un truc qui rapporte de la thune. Pourquoi oui, c'est ça. Et à chaque fois, je repartais à zéro et à chaque fois, je re-risquais un truc. Et j'ai l'impression que ma vie, c'est tous les 5 ans, changer d'aventure, en fait. Quand je suis parti de No Life, quand j'ai arrêté tout ça, je me suis mis dans la bande dessinée. Et là, il y a eu La Petite Mort, il y a eu le dessin animé La Petite Mort, etc., etc. Et là, j'arrive au bout d'un truc et Twitch me fait de l'œil. YouTube me fait à nouveau de l'œil. Et donc, du coup, je change encore de crèmerie, quoi. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours réussi à payer des croquettes à mon chat. Donc, le principal, quoi. J'ai fait beaucoup de choses quand même. Hein. Je me rappelle pas de tout. Là, tout à l'heure, j'étais sur Dailymotion. Parce qu'au début, je mettais mes vidéos sur Dailymotion. Et je me suis dit, waouh, j'ai fait ça. J'avais oublié. Oui, mais en fait, on a tendance, quand on fait autant de choses, en fait, tu reviens parfois en arrière sur des trucs que t'as fait, tu dis, oh, c'est vrai, j'ai fait ça il y a X temps. Vous verrez quand vous aurez, comme moi, fin trentaine, quarantaine, comme Davy, et que vous aurez des trucs derrière vous, vous allez revenir sur des machins et vous dire, c'est vrai, j'ai fait ça un jour, il y a longtemps. Mais c'est marrant, mais j'assume à peu près tout encore. Ouais. Ouais, ça va. Ah, j'ai pas dit qu'il faut forcément avoir honte de ce qu'on a fait. De toute façon, moi, je pars du principe que ça fait partie du parcours. Tu sais, c'est comme les dessinateurs, tu vas reprendre tes premiers dessins qui sont du niveau qu'ils sont, et puis tu vois ce que tu fais des années plus tard, à force de travail, à force de persévérance et tout. Et tu te rends compte que, voilà, je suis partie de là, quoi. Tu sais, donc je trouve ça toujours très facile, les gens qui disent ouais, mais toi, tu dessines bien, toi, t'as du talent et tout. Non, mais j'ai un crayon dans les mains depuis que j'ai 3 ans, enfin, je dessine tout le temps, c'est beaucoup de travail, quoi. Et puis c'est drôle de voir l'évolution, mais c'est vrai, des fois, quand je revois des trucs qui ont 15 ans, quand je revois le montage ou les trucs comme ça, je fais ah là 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 là. Mais c'est vrai que s'il y a un truc de bien dans le fait de vieillir, c'est de gagner du skill. Ouais, c'est vrai. Mais malheureusement, on perd de l'énergie. Je le sens. C'est pour ça que je m'entoure de gens qui ont 10-15 ans de moi, 15 ans de moins que moi dans la création, parce que au fil du temps, on se fatigue plus vite déjà dans la journée. Et puis surtout, quand on a une carrière qui est déjà bien avancée, au début, on fait des choses parce qu'on veut prouver. Qu'on veut prouver aux gens qu'on est fait pour ce métier-là. Ouais. Que voilà, ça nous brûle de partout. On est consumé par ce fait de dire putain, si j'ai des idées et je suis sûr que ces idées, elles peuvent vous plaire, elles peuvent vous faire rire, ça peut aller quelque part. Et à partir du moment où on gagne sa vie avec ça, on est super content au début, mais plus le temps passe, plus on perd un peu ce feu sacré, comme tu dis, loup solitaire, plus ce feu sacré s'éteint un petit peu, même si on a toujours envie, et on devient un peu plus feignant. Et je déteste la feignantise. Et donc, j'essaye de m'entourer de gens qui ont encore cette flamme, qui ont encore envie de prouver des choses pour déjà les aider, parce que j'aurais aimé être aidé. Oui. Et parce que des gens m'ont aidé aussi, parce que ma carrière est quand même jalonnée de gens qui m'ont aidé, qui nous ont produit ou des choses comme ça. Il y a Alexandre Astier, il y a Toth, le créateur d'Ankama, qui nous a énormément aidé, Alex Pilote avec No Life, etc. Et donc être aidé, c'est important. Et donc aider des gens,
c'est important. Et en plus, ces gens-là, c'est bien parce que je les aide et en même temps, ils me rappellent que rien n'est gagné, qu'il faut toujours travailler et que on a toujours des choses à prouver, quoi. Il y a une chanson d'Orelsan que j'aime beaucoup. Déjà, le film Commencer loin d'Orelsan, je l'aime vraiment beaucoup. J'étais en très très forte dépression en 2014. J'avais arrêté les vidéos, c'était ma petite amie qui m'avait quitté. Je m'étais à l'époque avec Poulpe, on s'était séparés artistiquement. C'était 2 ruptures qui étaient énormes pour moi. C'était ma rupture d'amour et ma rupture d'humour. Et du coup, je sais plus quoi faire. Et c'est là où je me suis mis à fond dans la bande dessinée. C'est là où j'ai créé La Petite Mort, enfin, où j'ai continué à créer, parce que La Petite Mort était déjà créée, mais à faire avancer l'univers de La Petite Mort. D'ailleurs, j'ai dessiné l'album numéro 3 de La Petite Mort à ce moment-là, qui est l'album le plus dépressif qu'on puisse lire, je pense, de la série. Ah oui. Et ouais, mais il m'a sauvé la vie, parce que je me suis dit... je peux pas mourir parce qu'il faut que je finisse cette BD. Sauf que en faisant cette BD, j'ai disparu d'internet, j'ai disparu des réseaux. Et internet, en 6 mois, on est oublié. Oui, c'est ça qui est, c'est tragique ici sur internet. Hein. Ah ouais, c'est hyper tragique. Mais Poulpe, lui, il continue à faire des trucs. Et c'est arrivé même à un moment où le Golden Show, j'avais lu un article où qui disait le Golden Show, l'émission de Monsieur Poulpe. Et ça, c'est dur. Et ouais. Quand on lit ça, et alors que Poulpe, en interview, a dit une émission de François Descraques et de Davy Mourier. Hein. C'est juste que les journalistes, mais c'est les journalistes qui font des raccourcis. Hein. Et du coup, toi, quand t'es pas bien, il y a un truc où tu te dis, en fait, tout ce que j'ai fait, ça servait à rien. Et j'ai essayé de refaire des vidéos sur YouTube, et ça fonctionnait pas. Mais aussi peut-être parce que j'avais pas l'énergie et que j'étais triste. Et du coup, les trucs que je fabriquais, ils étaient remplis de cette tristesse, et du coup les gens ils trouvaient pas ce qu'ils venaient chercher, quoi. Surtout que les gens m'ont connu pour Régis Robert, qui est quand même pas le truc le plus dépressif de l'histoire, quoi. Et Poulpe, on s'était rabiboché entre temps. Il me voyait pas bien. Il m'a dit regarde le film d'Orelsan, Commencer loin. Et dans le film à un moment il y a une chanson, et la chanson c'est si c'était si facile, tout le monde le ferait. Et cette chanson, je me suis dit, putain, je viens d'Ardèche. J'avais aucune connaissance dans le milieu du spectacle, aucune connaissance dans le milieu de la télévision. J'ai fait des vidéos en Ardèche, et on a été repéré par Canal et tout ça. Et je suis monté à Paris, et par force de connaissances et de choses, j'ai réussi à arriver quelque part, et j'ai déjà cette base-là, et je me dis, mais je l'ai fait une fois, je peux bien le faire une deuxième fois. Et de là, ça m'a redonné de l'énergie. C'est là où j'ai commencé à m'entourer de gens qui avaient la rage. À l'époque, c'était Thomas Combray, voilà, et que tu as déjà reçu ici. Et Thomas m'a dit, mais ça serait cool de reprendre Bad News, une émission que j'avais filmée tout seul en 2008-2009. Je dis, t'es sûr ok, et puis on a lancé Bad News, et là, bim, la chaîne qui mourait, ma chaîne YouTube qui était à 40K à peu près, est passée en 2 ans à 164K. Donc faut jamais désespérer, mais par contre faut jamais être feignant. Voilà, ça c'est important. C'est énormément de travail derrière, et c'est un petit peu la difficulté d'Internet, parce qu'il disait dans le chat, Internet n'oublie jamais, mais Internet oublie facilement aussi. Il y a tellement de contenu qu'on est... Moi, je vous le dis souvent, hein, et sans aucune méchanceté, ni vis-à-vis de moi, ni vis-à-vis des autres streamers, on est du contenu jetable, oubliable, et puis voilà, et ce qui est hype aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain, et dans 5 ans, les streamers tête d'affiche que vous voyez aujourd'hui, ils seront peut-être plus là, et ah ouais, tu te souviens, il y en avait un tel, comment il s'appelait déjà, celui qui faisait tout le temps tel ou tel jeu, et ça va être, c'est comme ça pour tout, c'est quelque chose avec quoi il faut faire avec. Et dans la rue, plus d'une fois on m'a appelé le pote, mais t'es le pote de Monsieur Poulpe. Et ouais, mais c'est pas faux. Donc du coup, je dis oui, c'est vraiment pas faux. Mais c'est vrai qu'il y a un truc où il y a un moment où tu fais ok. Non, c'est pas si gentil que ça, Internet. Et regarde, quand quelqu'un meurt, quelqu'un de célèbre, t'as tout Twitter qui s'enflamme pendant 24 heures. Oui. Et c'est fini. Et c'est fini. J'ai une anecdote de vie à une période, donc je faisais partie des premiers de Golden Moustache, et puis j'ai continué à faire des sketchs chez eux, même quand Poulpe est parti chez Studio Bagel. Et je proposais des sketchs de plus en plus sérieux. Chez Golden Moustache, vous pourrez voir que j'ai fait des sketchs bas du front, mais j'ai aussi fait des sketchs comme Le sens de la vie, ou Le non-sens de la vie, un sketch qui s'appelle Le non-sens de la vie, et un autre sketch qui s'appelle Game of Home. Et c'est des sketchs un peu plus réfléchis, tout ça, et j'avais proposé encore à Golden Moustache
un sketch mi-drôle, mi-poétique. Et le patron de Golden Moustache m'appelle et me dit non, Davy, on peut pas, faut pas faire ça, on peut plus faire des sketchs comme ça. T'as vu les commentaires, les gens nous insultent, ils nous disent que c'est pas drôle. Non, est-ce que tu peux pas nous proposer de la bonne... Alors attention, hein, ce terme m'a irrissé et m'irrisse encore aujourd'hui, même quand je vais le dire là. Il nous faut de la bonne grosse blague qui tâche. Et je lui dis, quoi ? De la bonne grosse blague qui tâche ? Et il me dit, oui, parce que tu comprends, c'est ce que veulent les gens et tout ça. Je lui fais, non, les gens ils savent pas ce qu'ils veulent. C'est à toi de les éduquer. C'est à toi de leur proposer des sketchs de qualité et c'est toi qui es en train de créer leur goût. Et plus tard, ils se rappelleront de ta chaîne en se disant... Putain, non seulement je riais, mais en plus je réfléchissais. Sauf que si tu écoutes les commentaires des gens qui ont sûrement 12 ans en plus et qui disent « Pas drôle, pas compris », il y a un truc qui m'est arrivé. J'ai fait un sketch qui s'appelle « J'aime plus » chez Golden Moustache. C'est un sketch que j'ai écrit parce que la fille avec qui j'étais était en train de me quitter. Elle me l'a pas dit, mais tu sens... à un moment, quand la personne commence à s'éloigner de toi et à plus trop s'intéresser à toi. Et donc, j'ai écrit un sketch que j'ai tourné pour Golden Moustache. Et ce sketch est sorti le jour où elle m'a quitté. Pour de bon, ce coup-là. Et j'avais tout mis dans ce sketch. Tout l'amour que j'avais pour elle, toute l'incompréhension face à l'amour qui s'en va, etc. Et les commentaires des enfants sous la vidéo, c'était mais genre j'ai pas compris, si la meuf elle l'aime pas, il a qu'à aller en voir une autre. Et là d'un seul coup je me suis dit putain, c'est des collégiens qui regardent Golden Moustache. Dans la rue quelques jours plus tard, il y a un enfant qui me court après avec un skate. Il avait 11 ans, 12 ans. Et moi, je commençais déjà à être plus vieux. Et ma carrière, j'avais commencé avec des gens plus jeunes. Et des gens vieillissent normalement avec toi. Et là, je me suis rendu compte que mon public s'était complètement rajeuni. Et ne comprenait rien de ce que je faisais avec mon humour, des choses comme ça. Et là, je me suis dit, ok, je vais arrêter Golden Moustache. Je ne peux plus continuer à travailler pour ces gens si le public ne comprend pas ce que je fais ou ce que je veux dire. Et j'avais aucune envie de faire de la bonne grosse blague qui tâche. Oui, ça je comprends bien en fait. Enfin, quand tu te rends compte qu'il y a un décalage finalement avec le public et comme tu dis que tu te rends compte finalement que et puis faut dire ce qu'il y a. Hein, les gens maintenant avec la facilité d'internet, ils sont devenus un peu cons et un peu prompts à la critique pardon. Et j'ai l'impression que voilà, plus ils sont jeunes, plus tu sais, ils vont regarder 1 minute 30 de la vidéo de 15 minutes et ils vont dire ouais j'ai pas aimé, c'est nul, tu vois, pouce vers le bas et passer leur chemin. Pas drôle, tu sais que je me suis fait engueuler parce que je me suis fait incendier parce que j'ai pas activé les commentaires sur mes vidéos YouTube, sachant que mes vidéos YouTube c'est principalement des replays de cette émission là, voire des VOD, etc. J'ai pas les compétences pour m'amuser à faire du dérush, je suis vraiment très mauvaise à ça, j'ai pas le temps, donc j'en ai fait monter 2 sur les 20 TED que j'ai faites, et les autres je les mets, et je ne mets pas de commentaires parce que je parle parfois de sujets un peu sensibles, avec des gens voilà, qui sont des petits streamers avec 5-6 personnes, jusqu'à des streamers avec plusieurs milliers de personnes, et je n'ai pas envie d'avoir des attaques gratuites sur eux plus que sur moi, sur des sujets qui touchent parfois le harcèlement, le burn-out et tout ça, et que je me suis fait incendier par des gens qui sont venus me dire ouais franchement des vidéos YouTube sans commentaires je vois pas l'intérêt, et des gens qui m'ont dit bah puisque vous mettez pas la possibilité d'avoir vos commentaires sur vos vidéos, par principe je vais mettre un pouce vers le bas sur toutes vos vidéos, et tu vois quand tu vois cette mentalité là tu te dis mais mec, mais c'est pour ça que je mets pas de commentaires sur les trucs, est-ce que ça m'intéresse, c'est la vie de gens anonymes je m'excuse d'avance hein, pour tous les Kevin, mais de Kevin 11 ans et demi qui va passer voir un truc sur le harcèlement, qui va rien comprendre et qui va dire c'est nul, lol, XD en dessous. Franchement ça m'intéresse pas du tout, cette méchanceté gratuite et cette façon de donner ton avis en fait. Puis surtout que ça n'a aucun intérêt. Vraiment, la télévision, on ne téléphonait pas à Dorothée pour dire qu'on n'avait pas aimé l'épisode de Dragon Ball qui avait été diffusé mercredi matin. Ça n'existait pas. Et ça n'a pas de sens. Moi, je me suis fait engueuler sur TikTok dernièrement parce qu'il y a un mec qui m'a dit tu réponds pas aux commentaires. Mais vous êtes parfois 10 000 à m'écrire. Je veux dire, à un moment, je dois nourrir mon chat. Sinon, en fait, j'ai plus de travail. Mon métier, c'est de dire merci, lol. Je préfère garder mon cerveau pour fabriquer des trucs plutôt que de répondre à tout le monde. Des fois, je réponds, des fois, je lis, des fois, je vois pas. Voilà. On
va discuter un petit peu, on va passer maintenant sur la partie BD aussi un petit peu, parce que tu me disais, il y a les épisodes en ligne, donc si tu veux qu'on regarde un petit morceau justement de... Tu me disais, il y avait La Petite Mort. Oui, on peut parler de La Petite Mort. Bon, certaines personnes ont l'air d'avoir envie de parler de Nerds, mais je sais pas si... on peut, bien sûr. 11 ans après, je sais pas si c'est hyper intéressant. En gros, moi, dans ma carrière, il y a eu plusieurs étapes. Le premier truc qui m'a fait vraiment connaître, c'est Nerds. Nerds, c'était une série geek avant l'avènement des séries geek. On était même là, je crois, avant Big Bang Theory, un an avant, je crois. Et il y avait Monsieur Poulpe, Didier Richard et Maëlys Ricordo, et c'était un truc de colloque, de taré. Et moi, je jouais vraiment un handicapé mental. Hein. Je crois qu'on peut pas dire autre chose. Je jouais un handicapé mental. Après, on a proposé J'irai le lait sur vos tombes, qui a un mi-succès, mais qui était un talk show un peu en avance sur son temps. Voilà. Ensuite, on a proposé le Golden Show. Là, par contre, là, ça a explosé avec Monsieur Poulpe et François Descraques. On a proposé ça. Ça a complètement explosé. D'ailleurs, de là, se sont créés Golden Moustache et Studio Bagel. Hein. C'est clairement en voyant les succès de nos sketchs sur YouTube. Et derrière, on est parti travailler chez Golden Moustache et Studio Bagel. Et des années plus tard, j'avais créé une BD entre-temps qui s'appelle La Petite Mort. Et La Petite Mort, la bande dessinée a extrêmement bien marché. Elle s'est très très bien vendue. Une BD que j'écris et dessine. Et cette BD a été achetée par France Télévisions et est devenue un dessin animé. Et c'est un gros succès de France Télévisions. Et en ce moment, on travaille sur la suite du dessin animé chez France Télévisions. Voilà. Est-ce qu'il y a l'une ou l'autre vidéo que tu voudrais montrer un petit peu, des choses qui t'ont particulièrement plu, des choses dont tu vas être fier ou qui sont marquantes pour toi? Alors là, juste avant le sketch que j'aime bien, on va voir Constance, qui est la seule comédienne qui nous a appelés et pour nous dire « Je veux être dans le Golden Show ». Et je veux écrire les sketchs avec vous. Donc tout ce qu'elle joue, elle l'a accepté et elle l'a coécrit parce que le premier sketch qu'on lui a proposé, il n'était pas assez trash pour elle. Elle a dit non, je veux que ce soit plus trash. Et donc on a fait ça avec elle. J'ai adoré celui-là. T'es triste? Ça, c'est un smartphone remis à neuf par des experts du reconditionné vendu Non, sur Back non, Market. non. Ah, de la pub. Et non, c'est parce que je l'ai pas ouvert avec mon compte. Tu veux niquer Ah, la d'accord. me fourrer le cul tant que j'ai pas mis à Newt. Décroche ton combiné et t'en pèse. Envoie par SMS Pèse. B-E-Z en 8-12-12. Et puis pose ta queue sur le gratin. Et c'est elle qui fait toutes les petites pubs comme ça, 8-12-12. Ouais, c'est ça. C'est ça, ce sketch, je l'adore. Celui-là. Ah putain, la clé. Ah, la clé! Si tu veux la clé, il va falloir répondre à une énigme! Une quoi? Si tu veux la clé, il faut répondre à une énigme! Attention, la clé risque de tomber dans le vide. Mon énigme, plus il est chaud, plus il est frais. Non mais je sais pas, mais je suis pressé quand même. Donc, Je répète, plus il est chaud, plus il est frais. Qui est-ce? Je m'en branle en fait. Juste donne-moi la clé, Non. parce que j'ai pas que ça à foutre en fait, on s'en fout. Non, c'est pas ça, Enfin, on s'en fout en fait. c'est pas ça. Tu me donnes la clé? Non. Je répète mon énigme, plus il est chaud, plus il est frais. Je sais pas, des chips vinaigre balsamique. Non, c'est pas ça. Tu as perdu. Le temps est écoulé. La réponse était le pain. Le pain, plus il est chaud, plus il est frais. Donne-la. Clé. Ah, la clé est tombée. Ah, voilà. Elle est tombée. Voilà. Bon, écoute papy, tu peux ouvrir la portière et ramasser la clé et me la donner pour que je t'amène à l'hôpital parce qu'ils nous attendent là. Je m'emmerde, tu sais. Je m'emmerde tellement. Allez. D'accord. Oh, putain. Oh, bordel le cul. Oh, bon Dieu. Je me suis pissé dessus. Et donc, il faut savoir que ce sketch, il m'a valu, je sais plus, 2 jours de maquillage. Le gars qui nous a fait Christophe Pizzetta, qui nous a fait le masque, a accepté de nous le faire gratuitement parce qu'il était fan de notre travail. Mais c'est un masque qui coûte... mais en vrai, on aurait fait ça au cinéma, je sais pas combien, mais voilà. Et en fait, ce sketch dure 1 minute 30.
Et on s'est permis de faire ce truc-là et on l'a pas vu, mais Poulpe se foutait de ma gueule dans ce sketch parce que moi, on m'avait déguisé, mais lui, il n'avait pas de déguisement. Du coup, il a pris ma casquette, il a pris mon casque, il a pris mes vêtements. Et en fait, il était habillé en moi de l'époque. Je m'habillais comme ça. Et on s'est vraiment éclaté à faire ce sketch. Et il faut savoir que ce sketch est né sur le sketch d'Avagin Code. Donc, on avait fait un sketch avant sur les femmes n'ont jamais eu leurs règles. C'est un mensonge des femmes. C'était l'idée du sketch. Et en fait, vu que j'avais un rôle tout petit et que j'avais une capuche dans mon rôle, j'arrêtais pas d'emmerder tout le monde en faisant l'énigme. Et à un moment, on a dit non mais il faut en faire un sketch du Père Fouras. Et c'est venu ce truc-là. Et au début, c'était qu'une blague. Et Poulpe a amené à un moment, il fait allez papy, amène le truc. Et ce que j'aime dans ce sketch, c'est qu'il est très absurde. Et en même temps, il y a un moment le truc horrible de vieillir qui est là, qui dit tu sais, je m'emmerde tellement. Et ce truc, il nous ramène dans une réalité de personnes âgées. Et après, bim, on part sur autre chose. C'est incroyable. Mais moi, ça m'a fait... Enfin, il y en a plein comme ça qui m'ont fait beaucoup rire. Il y a le Pampoitou a demandé, c'est vrai que c'est un sketch, un des premiers sketchs qui a pas mal marché du Golden Show. Et alors le sketch du hachis, donc pour expliquer, c'est qu'on mangeait on mangeait à la cantine d'Ankama, et j'avais pris un hachis, et je le mets au micro-ondes. Et je regarde François et je lui dis putain, ils disent de faire des trous dans l'opercule, mais ils disent pas combien de trous. Et à partir de ce moment-là, on est parti en live en se disant mais attends, peut-être qu'il y a un nombre de trous précis à faire. Et on a écrit un sketch qui est le sketch qu'on va regarder. Voilà. C'est vrai qu'on sait jamais, c'est écrit nulle part. En fait, il y a juste écrit percer l'opercule. Ouais, l'opercule. Faire des trous. Voilà. Ouais, percer l'opercule. N'empêche, je suis sûre qu'il y a des gens qui ont déjà téléphoné au SAV pour ce genre de truc, tu vois. Ah, c'est possible. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ouais. Service client de chez France Purée, bonjour. Bonjour. Alors j'allais me faire un hachis là. Quel est votre problème, monsieur? Oui, alors il y a écrit percer l'opercule. Oui, effectivement. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas écrit le nombre de trous. Pardon? Dans l'opercule. Combien de trous je dois faire? Bah, je sais pas, moi, 15, monsieur. 15, d'accord. Merci beaucoup. Non, attendez, non. J'ai une fourchette qui a 4 pics. Il faut que ce soit un multiple de 4. Et 15, c'est pas un multiple de 4. Bah, je sais pas, faites 16 trous, monsieur, je m'en fous, moi. 16, d'accord. Merci, au revoir. Oh mon Dieu! Allô? Allô? C'est Stéphane de chez France Purée. Vous avez fait combien de trous dans votre opercule, monsieur? Ça fera 16 quand je vais retirer la fourchette, là? Oh non, surtout ne retirez pas votre fourchette. Ne touchez plus à rien. Mais qu'est-ce que je dois faire? Oh, je suis là pour vous aider, monsieur. On va traverser ça ensemble. Je vous lâcherai pas. Et on voit la réalisation de François Descraques qui est très fort, quoi. Il fait de l'action avec rien, quoi. À tout commentaire, nous sommes Là, clairement c'est dans Poulpe, le l'expectative. démineur. Et pour ne rien vous cacher, nous vivons dans la peur. Oh mon Dieu, je pense qu'il se passe quelque chose. Tiens, je vais rendre l'antenne. Je vais Ferme le journaliste avec. Oh, journaliste de BFM, ça veut faire mal à personne. L'histoire de la fenêtre. À savoir que la fenêtre, c'est amusant parce que on voulait proposer de l'animation sur YouTube parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'animation sur YouTube et donc on a demandé à une dessinatrice qui bossait sur Wakfu, puisqu'on a travaillé avec Ankama à l'époque, de nous faire un petit dessin animé. Sauf que on a vu les prix et ça coûtait extrêmement cher. Du coup, on est parti dans l'idée de faire qu'un dessin animé et de toujours utiliser le même. Et de à chaque fois changer les dialogues. Et on en a fait dans le premier. Et il y a que moi qui aimais. François et Poulpe, ils aimaient pas du tout. Et ils ont dit, oh, on va arrêter. Et moi je dis, non, on le refait dans l'autre émission. C'est un running gag. Faut à tout prix que ça soit dans toutes les émissions. Donc ils m'ont dit, ok, on fait dans la deuxième émission. On fait dans la deuxième. Et ça marche pas de ouf. C'était pas le truc dont les gens parlaient. Et ils m'ont dit, la troisième, on arrête. Et moi j'ai fait, non, s'il vous plaît, on en fait tout le temps, Ils m'ont dit, non, on n'a pas le temps. Je fais tout. Je les écris. Et quand il y a des trucages, je fais les trucages moi-même sur After Effects. Vous aurez pas à le toucher. S'il vous plaît. Je le fais. Et là, ils m'ont fait, ah, tu fais chier. Allez, vas-y, fais-le. Et du coup, toutes les fenêtres, c'est moi qui me les tapais. Et effectivement, les gens étaient pas tout le temps. Mais là où je suis hyper heureux, c'est qu'aujourd'hui, quand tu tapes sur YouTube Golden Show la fenêtre, des fans ont fait des épisodes à eux. Et du Golden Show, c'est le seul truc qui a survécu, que des gens
ont inventé. Là, on peut regarder des fenêtres que Poulpe et moi ou François, on n'a pas écrit. Et c'est hyper rigolo. Et donc, dans le Golden Show, on essayait d'articuler l'émission autour de 4 ou 5 gros sketchs. Et forcément, on n'avait pas de budget, quasiment pas d'argent. Donc du coup, il y avait 2 sketchs dans lesquels on mettait beaucoup d'énergie et 2 autres sketchs où on mettait un peu moins d'énergie. Et pour que l'émission fasse 20 minutes, il fallait qu'on trouve des petits sketchs à mettre dans l'émission. Des trucs qui coûtent pas d'argent, si possible sur fond vert, avec peu de costumes ou en prenant dans des costumes qu'on a déjà, etc., etc. Et un jour, il nous manque un sketch. Et on est dans le bureau avec François et Poulpe et on discute et tout ça. Et on dit qu'on va faire une parodie des X-Men. Et vraiment, c'est Poulpe qui lance l'idée et tout ça. Et vraiment, ça part juste une vanne sur un prout, quoi. Juste une vanne sur un prout. Et moi, je leur dis, non, les gars, on peut pas faire ça. Et ça, maintenant, on va regarder un sketch. C'est le sketch où j'ai toujours été contre du Golden Show. Et il faut savoir que c'est un sketch qui est culte pour plein de gens. Et qui aujourd'hui, bizarrement, c'est vrai, hein, que ce soit Poulpe ou moi, c'est un sketch qu'on aime vraiment beaucoup. Merci à tous d'être venus. Si je vous ai réunis, c'est que Eric, mon ami, mon ennemi, a reformé la confrérie des mauvais mutants. L'heure est grave. Ouh là là, qui c'est qui a pété? C'est toi, Diablo, qui a pété? On va peut-être pas demander qui c'est qui a pété, c'est une réunion là. Ouais, mais justement, c'est une réunion, ça se fait pas de péter comme ça. Qui a pété? Vous pouvez pas vous servir de vos pouvoirs psy en 2 secondes, on sait qui a pété, c'est toi, Diablo, hein, parce que ça sent un peu le. Non, on n'utilise pas ses pouvoirs psy pour savoir qui c'est qui a pété, ok? Donc on enchaîne. Attends, je suis désolé, on n'enchaîne pas, ça se fait pas de péter comme ça, ce pays mérite d'être dans un musée, ok? Faudrait l'empailler et le montrer aux enfants pour plus jamais faire ça, d'accord? Moi, mon bouson en cuir, il va être foutu après, donc on prend Cérébo, on le met sur sa tête et on sait qui a pété en 2 secondes et on passe à autre chose. Non. Et celui qui a pété, il va laver son collant, parce qu'à mon avis, il y a de la tâche. Non, on n'utilise pas Cérébo pour savoir qui c'est qui a pété, ok? On n'est pas au collège. Bon, si, on est au collège, mais c'est pas la question, on enchaîne. Donc, tu prends Cérébro et on sait qui a pété parce que je suis désolé, c'est les X-Men, ok? C'est pas Médecins sans frontières, il y a un moment. Non, elle prend pas Cérébo. Non, elle prend pas Cérébo, la salope, putain! Merde, quoi! Oui, je marche, oui, voilà, oui, je marche parce que j'ai la flemme, voilà, ok? J'ai la flemme, et puis c'est moi qui ai pété, j'ai mangé indien, voilà. Oh, et puis vous me faites chier, vous allez tout oublier, voilà, ok, hop. Attention, j'utilise mes pouvoirs, 1, 2, 3. Est-ce que je reconnaîtrais un casque de Dark Oulala, Vador? qui c'est qui a pété? Oui, personne n'a pété, j'ai roulé dans la je pourrais faire pause pour montrer à quel point on était des Romano de l'internet. C'est le casque Donc, de Dark Vador avec du papier à lui, ça, non? Casque de Dark Vador avec du papier alu. Des costumes qu'on a trouvés dans notre mal à costume. Le seul truc qu'on avait, c'est qu'on avait un fauteuil roulant et qu'on s'est dit « Oh, on peut faire Xavier avec le fauteuil roulant ». La dame au premier plan, c'est notre productrice, c'est Vanessa, à qui on a mis juste une perruque rousse pour donner l'idée vaguement qu'elle est le Phénix. Et il nous manquait de gens, parce qu'il fallait montrer comme si je parlais à tous les X-Men. Alors du coup, on a enfilé fut moulant à notre preneur de son pour qu'il se mette dans le cadre. Et donc là, il a une perche, il est en train de nous prendre notre son, et en même temps, on a son cul dans l'image pour qu'il fasse un super héros en plus. Oh, Dieu. On était vraiment, c'est le sketch est tourné à la dernière minute parce qu'il nous faut un sketch en plus et tout ça. Voilà. Ouais, mais souvent, les trucs faits système D, tant que ça marche, voilà quoi. Hein. Ouais. En termes de collaboration au niveau de tes sketchs, est-ce qu'il y a eu vraiment des coups de cœur artistiques ou personnels Comme je le dis, hein, moi, mon histoire d'humour, c'est Monsieur Poulpe. Vraiment, c'est le mec avec qui j'accroche, c'est le mec qui me fait rire, il me surprend et tout ça, donc du coup, et puis il aime l'absurde autant que moi, et on a un humour anglais finalement, on est entre les nuls et les Monty Python dans le courant d'humour qu'on aime porter, et du coup, ouais, travailler avec lui, c'était génial. Et Constance aussi, que j'ai rencontrée sur le Golden Show, j'ai travaillé avec elle pendant plusieurs années, j'ai coécrit des sketchs avec elle, etc. Je me suis vraiment beaucoup entendu avec Constance. C'est vraiment 2 rencontres d'humour pour le coup, quoi. Sinon, forcément, avoir travaillé avec Alexandre Astier, c'est un truc qui te remue, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait plaisir, quoi, de travailler avec lui. J'ai travaillé avec Lewis Trondheim, j'ai adoré travailler avec lui. C'est vrai qu'avec le Golden Show, on a croisé pas mal de gens. Bat et Gaël, c'est des gens très cool. Dedo. Dedo, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Yacine aussi. Je suis plus proche de Dedo, mais les deux j'aime beaucoup. François Descraques. D'avoir travaillé avec lui,
t'as plus envie de réaliser après le passage de François Descraques. C'est vrai. Le Palma Show, super, le Palma Show, c'était très cool. Est-ce qu'il y a des collaborations que t'aimerais faire aujourd'hui, vraiment des choses sur lesquelles tu te projettes, où tu te dirais, que ça soit des nouveaux ou des anciens talents, où tu te dirais, j'aimerais bien faire un truc avec telle ou telle personne parce qu'elle me fait rire, parce que je trouve que la personnalité est cool, et t'arrives à te projeter sur certains trucs, ou vraiment parce que tu me disais tous les 5 ans environ tu changes un petit peu parce que t'as besoin de ce renouveau. Mais de type de travail, en vrai, le truc c'est que j'aurais envie de rebosser avec Poulpe. Ouais, c'est un truc qui me manque profondément. J'ai travaillé avec pas mal de gens, mais le lien que j'ai avec Poulpe me manque beaucoup. Et là, heureusement, on va annoncer un petit truc et je suis content. Et après, il y a des Américains. En fait, surtout maintenant, je suis surtout passé à l'humour américain. Donc, il y a des mecs qui s'appellent Antidonna. C'est des Australiens. Et Antidonna, ils me font extrêmement rire. Et c'est sûr que j'aimerais bien faire un truc avec ces gens-là. Ou le mec de You Should Leave sur Netflix, tu devrais partir. Un gars qui s'est fait virer il bossait sur le Saturday Night Live aux États-Unis. Et son humour était tellement absurde et tellement bizarre que les humoristes du Saturday Night Live lui ont dit, on pense que tu devrais partir. Et le mec s'est fait virer en lui disant, on pense que ton humour ne fonctionne pas. Et le mec a créé un programme Netflix d'humour qui s'appelle « Je pense que tu devrais partir ». Et c'est génial et c'est extraordinaire. Oui, bien sûr, j'ai oublié Audrey Pirot, j'ai oublié Eleanor Coste, j'ai oublié Justine Le Potier, qui sont des filles mais magnifiques de l'internet. Je suis amoureux d'elles, elles sont drôles, elles sont géniales. C'est des filles méga drôles. Ouais. Il y a encore quelque chose que tu voulais montrer par rapport à ça ? Je pense qu'on pourrait peut-être finir sur un truc qui... malheureusement, un sketch qui a peu été vu, et je pense qu'il peut bien conclure cette soirée. C'est le sketch du non-sens de la vie, qui est pas le sketch préféré de Golden Moustache, et même ils l'ont caché au début. Ce sketch n'était que sur le site de Golden Moustache, mais pas sur le YouTube de Golden Moustache. Et aujourd'hui, ce sketch n'est toujours pas sur le YouTube de Golden Moustache. Et le sketch, vu que Golden Moustache a fermé aujourd'hui, le sketch est uniquement trouvable sur Dailymotion, là où personne ne va. Dans les fins fonds de l'internet francophone. Voilà, et c'est ce sketch où je disais, où le gars m'a dit on préférait faire de la grosse blague qui tâche, et c'est là où ça m'a un petit peu saoulé, quoi. Il faut pousser, madame. Le bébé est presque là. Attention! Faut manger sa soupe pour être grand. Il faut aller à l'école. Faut pas qu'on sorte ensemble. T'es mon meilleur ami. Il faut pas rêver. Avec tes notes en maths, jamais tu feras de cinéma. Il faut que tu passes ton permis, t'en auras besoin pour le travail. Faut pas que tu t'inquiètes, ça arrive la première fois. Il faut arriver à l'heure. Il faut pas que tu t'inquiètes, ça arrive. Faut pas que tu t'inquiètes, hein, ça arrive. Il faut embrasser la mariée, hein? Il faut qu'on lui trouve un prénom. Il faut cotiser pour la retraite. Faut qu'on paye un appart aux gamins. Il faut qu'on parle. Il faut que t'arrêtes de conduire, papa, c'est dangereux à ton âge. Et faut que t'arrêtes de parler de maman aussi. Il faut pas vous en faire, monsieur. C'est normal à votre âge. Il faut que t'ailles en maison de retraite, papa. Il faut manger votre soupe. Il faut pousser, madame. Le bébé est presque là. Je comprends pas, il est re-rentré. On dirait qu'il veut plus sortir. Il faut sortir maintenant. Bon allez, tu sors maintenant. Il faut que tu sortes, c'est super la vie, regarde, c'est bien. Et il faut savoir que ce sketch... Poussez-le, madame, s'il vous plaît. Oh, le beau petit stylo, quel beau ce stylo. Allez, va chercher le stylo, allez, va. Il faut que tu sortes. Oh là là. Ce sketch, ils en voulaient pas chez Golden Moustache parce que il était trop poétique pour eux. À savoir que la vraie fin du sketch a été refusée, et je l'ai, le truc en 3D a été fait, le bébé se tirait une balle dans la tête dans le ventre de la mère. Là ils m'ont dit non, c'est pas possible et tout. Donc on a changé la fin. Et ils ont pas voulu payer pour ce sketch. Donc du coup le deal, ce sketch je l'ai tourné en 6 mois. En fait je leur vendais des sketchs
Et tous les comédiens, je les faisais venir sur un sketch. Et en fin de journée, on tournait plus vite l'autre sketch. Et on tournait des plans en plus. Qui te serviraient plus tard pour celui-là. Qui me serviront plus tard pour celui-là. Donc c'est un sketch qui n'existait pas vraiment. Il avait été pas dealé complètement. Et il m'avait dit, bah oui, si tu le tournes sur les autres sketchs, tu peux le faire. Et donc du coup, c'est un truc que j'ai forcé. J'ai fait rentrer au forceps chez Golden Moustache. Vraiment, et après, ils l'ont caché. Il est vraiment beau, c'est dommage, hein, parce que je pense que c'est pas incompatible de faire de l'humour avec des choses justement qui ont un sens et une sensibilité. C'est dommage. Après, comme tu dis, si eux ils étaient dans une optique de proposer que des choses, je veux dire entre guillemets plus potaches et plus la blague qui tâche. Ouais, la blague qui tâche. Donc non, il était vraiment très très beau en tout cas. Mais merci, merci beaucoup pour ce partage. Bah de rien, merci Christelle pour l'invitation. J'ai passé en tout cas un excellent moment avec toi, merci d'avoir pris le temps, parce que je sais que vous carburez pas mal avec Thomas, avec tous les trucs que vous avez à faire, donc c'est vraiment très gentil à toi. On va te laisser aller t'occuper de Ten, qui t'attend impatiemment. Là il se dit pourquoi on n'est pas dans le lit là, ouais, c'est ça. Merci, je sais que je me répète, mais j'apprécie toujours quand les gens se prennent du temps pour moi, parce que je sais que c'est la seule monnaie que je peux pas rembourser. Voilà, donc ça me touche beaucoup, et j'ai trouvé que voilà, t'as vraiment un parcours qui est inspirant, à force de travail, de volonté, et puis trouver les bons partenaires de vie, hein, au niveau professionnel, ça fait aussi quelque chose. Donc je suis contente pour toi que tu aies des projets, plein de projets encore. Et donc, quand on n'a pas de projet, on meurt. Je te souhaite encore une très bonne fin de soirée, une bonne nuit, repose-toi bien. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci beaucoup, à bientôt. Ciao, ciao.